Bonjour et bienvenue dans le Cloud Screener, le podcast sympa qui parle de nuages, de ces solutions PaaS, CaaS, IaaS et encore plus qui existent sur le marché. Bonjour Monsieur J, comment vas-tu Jérôme? Bonjour Anthony, ça va très bien. Et toi? Ah, ça va parfaitement bien, merci beaucoup. Cool. On est en mois de mai où il fait pas beau, mais ça me gêne pas, parce que de toute manière, il fait jamais beau en France. Bonjour Adrien, comment vas-tu? Bonjour Anthony, bonjour Jérôme. C'est une belle journée chez toi? Bah écoute, on est en France, on est sur l'île, donc non, je rejoins ce que tu as dit. Loupé. Un peu de soleil, mais ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai que c'est intermittent. Ouais. Il y aurait pas cette intermittence de soleil, je serais en PLS. Euh, Dis-moi, Monsieur J, comment est-ce que tu sauvegardes tes datas? Par exemple, celle de ton téléphone. Alors, je la mets en local et je mets Mhm. tout sur Dropbox parce que je suis un monstre. Hmm. Ah, tu utilises le cloud, toi. Ok, Le cloud que ok, d'accord. maman aime, le bon vieux cloud. Ok. Type iCloud, Dropbox, Drive. Oui, je Voilà. comprends. Je comprends. T'es à la vieille école, d'accord. Ok. Donc, Ouais, c'est ça. j'imagine que tu respectes pas la règle des 3-2-1. 3, 2, 1. 3 copies, 2 supports et une save hors site. Tu connais pas? Bien sûr que non. Non, mais tu vas m'en dire plus. Bien sûr, bien entendu, bien entendu. Alors, si on prend par exemple ma plateforme, moi, Cloud Mercato, avec toutes les datas qu'on a. Oui, bonjour, je m'appelle Anthony, vous êtes avec Cloud Mercato, on a beaucoup de data à propos du marché du cloud. Des millions et des milliards de données que bah donc il faut que j'ai et que il faut que je sauvegarde parce que si demain je les ai plus, bah ma boîte elle est un peu dans la merde. Et donc dans la règle des 3, 2, 1, j'ai le 3, c'est j'ai une copie active, une copie, un backup dans le cloud et un à la maison que je garde à la maison physiquement. Dans les deux supports, bah donc je mets ça dans le cloud et dans mon NAS que j'ai à la maison. Et donc j'ai même pour le 1, j'ai deux copies hors site parce que j'ai ma machine qui tourne dans le cloud et j'utilise un autre cloud pour ma copie et j'utilise aussi chez moi. Donc je suis même en 3-2-2 plutôt que 3-2-1. Et l'idée, c'est que je suis censé être jamais en galère là. J'ai une stratégie, disons, solide pour assurer mon avenir. Maintenant, il me reste un problème, c'est la durabilité. Alors, un disque dur magnétique, c'est à peu près 10-15 ans, c'est ce que moi j'ai chez moi. Un SSD, c'est 10-20 ans. C'est ce que je compte avoir aussi chez moi au bout d'un moment. Et le tip top, ce serait que chez moi, j'ai des bandes magnétiques, mais ça, j'y réfléchis pour le long terme. Et en fait, tout ça, ça répond à des contraintes de performance, en fait, plutôt que durabilité, parce que le HDD ou le SSD, en l'occurrence, je l'utilise chez moi, ou plutôt dans le cloud, parce que je vais aller vite et que j'ai ma base de données qui est installée sur ma VM. Le HDD que j'ai chez moi, je l'utilise parce qu'il est pas cher et que je veux pouvoir avoir plein de terras pas cher. Et pourquoi je rêve de tape? C'est parce que ça dure très longtemps et c'est supposé me coûter relativement moins cher. Donc tout répond à des contraintes de performance, mais aussi de durabilité. Et basiquement dans le cloud on trouve tout, hein. Il y a le block storage qui fait toutes les magies de HDD, de SSD, qui nous fait des 100 IOPS comme des 1 million d'IOPS. On a l'object storage qui se présente en stockage illimité, flexible, avec de l'intelligence des tiers d'IA, du cold, du hot, du glacier même, voilà, quand on a les notions. Et il y a un machin historique que je trouve pas dans le cloud, c'est donc cette année tape, cette bande magnétique. Et si t'es un peu junior et que tu nous écoutes, tu vas te dire mais de quoi il parle avec sa bande magnétique? Et je parle de sauvegarde sur bande magnétique, donc ça peut sembler désuet, ça peut sembler un peu vieux, etc. Mais non, c'est tout à fait d'actualité et je pense que ça restera d'actualité pendant un bon bout de temps pour des raisons simples. Le HDD magnétique, le truc rotatif, là, il s'use mécaniquement. Le SSD, il est rapide, mais il est méga cher.
Et le CD, DVD, Blu-ray et plus encore, bah c'est pas compliqué, hein. Tu peux le rayer, ça attrape des champignons et plus encore. Alors que la tape, elle est durable. Elle permet de facilement stocker. Elle possède une large densité, donc tu peux en stocker un max. Et le seul problème, c'est une disponibilité réduite de par sa nature. Ok, tu peux stocker plein de choses, mais c'est quand même une tape, c'est un peu comme... c'est le magnétoscope qu'on avait à l'ancienne, ou les bandes audio, pour ceux qui ont connu aussi. Mais avant de vous raconter n'importe quoi sur l'anatomie de ce genre de système, je vous ai ramené un expert, comme d'habitude. On a avec nous Adrien Paris. Et Adrien, Eh oui. il est expert de la préservation des données, fondateur de Siena. Et chez eux, ils font du stockage à long terme pour vos données. Que vous leur donnez vos données et ils font tout le travail pour vous. Donc, rebonjour Adrien, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter à nos superbes audio téléspectateurs? Eh ben, bien sûr, pas de souci. Merci déjà à tous les deux de m'inviter sur ce podcast. Bon, alors déjà, tu as très très bien expliqué, très bien vulgarisé un petit peu tout le monde du stockage, tout ce qui existe, tous les supports, la sauvegarde 3-2-1, qui est maintenant même étendue avec la sauvegarde 3-2-1-1, il y a même un nouveau palier. Bon, pour faire très simple, hein, moi je m'appelle Adrien Paris, j'ai 25 ans cette année, et je suis le fondateur, le président, ça c'est les titres juridiques, hein, d'une jeune start-up, Siena, qui est basée sur l'île et qui fait de la préservation de données. Alors, la préservation, c'est un terme qui se rapproche du stockage. Nous, on dit préservation tout simplement parce qu'on va faire du stockage qui va être sur deux axes. Le premier, c'est celui de la cybersécurité. On a la chance d'être accompagné par deux structures dans la région en France, Euratechnologie et le campus cyber. Donc, la cybersécurité, forcément, c'est notre quotidien. On va, nous, stocker les données potentiellement critiques, hein, et très très importantes de nos clients sur une infrastructure qui va être entièrement déconnectée d'Internet. Elle est hors ligne, elle est donc inaccessible à la fois par nos clients, mais surtout par des hackers ou des personnes qui seraient mal intentionnées, qui auraient pour objectif d'attaquer les contenus de nos clients, notamment des attaques via ransomware qui auraient pour but de les chiffrer, de les rendre inutilisables et donc inexploitables dans le temps. Le deuxième axe, c'est celui du stockage à long terme. On utilise, nous, des bandes magnétiques, hein, comme tu l'as mentionné. Et donc, quand on stocke sur du long terme, on parle davantage de préservation, hein, j'y reviens, que de stockage, finalement. Le disque dur, on est à peu près, comme tu disais, à 10, 15, ça dépend des modèles, 10, 15 ans de durée de vie. Le SSD, ça reste à peu près similaire. La bande magnétique, on peut aller jusqu'à 30 ans. Le disque dur, il va être en fonctionnement permanent dans des serveurs, il va consommer de l'énergie et il va en effet avec le temps s'user. Les SSD, c'est un petit peu pareil, hein, avec le temps, les électrons qui sont chargés dans les cellules, les électrons, ils sont libres, hein, ils vont dans tous les sens et ils vont avec le temps abîmer en fait les parois des cellules de la mémoire flash et donc ils peuvent endommager les cellules, s'échapper des cellules. On peut se poser des questions sur l'intégrité de la donnée et sur la fiabilité du SSD justement après quelques années, hein, en fonction des charges de travail qui sont effectuées sur le SSD. La bande magnétique, c'est un support de stockage encore très pertinent et qui n'a pas ces problèmes-là finalement de fiabilité ou de dégradation dans le temps, puisque 99% du temps, la bande magnétique, elle reste posée sur étagère ou dans un coffre. Voilà, elle n'est pas utilisée. On a de la donnée qui est inscrite dessus, sur sa surface, sur la surface du film, hein, c'est comme une cassette VHS, mais ça ne bouge pas. On a juste en fait besoin de lire la donnée quand on va vouloir restituer des contenus et pouvoir les réutiliser. Donc on a vraiment ce gain en termes d'intégrité, de sécurité, de viabilité du support en fait. Et donc nous, c'est ce qu'on fait chez Siena, de la préservation sécurisée et sur le long terme en utilisant, comme tu le disais, des bandes magnétiques. Ok. Et si je veux donc pouvoir préserver mes données chez Siena,
Mhm. J'ai vu que vous aviez différentes offres en fonction de combien j'ai envie de stocker, de combien qui va rentrer par mois et plus encore. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est ça. Alors nous, on a aujourd'hui un service qui s'adresse exclusivement à des entreprises. Euh, Parce que bon, finalement, on voit bien, ça reste les entreprises, quelle que soit leur taille, hein, qui ont des volumes de données assez conséquents, bien plus que des particuliers en tout cas. Sur ces services, on va en avoir deux en fait, hein, deux forfaits, deux tiers. Le premier étant le forfait vraiment essentiel, classique, et le second étant le premium. Il y a peu de différence en fait, hein, sur les forfaits, quelques petits, euh, quelques petits traitements que nous on applique sur les données pour notamment être sûr qu'il n'y ait pas de virus ou de malware ou de cryptolocker Hmm. qui serait sur ce qu'on récupère. Hein, ça c'est l'avantage qu'on a avec le forfait premium chez nous et qu'on n'a pas donc sur le forfait essentiel. Mais bon, in fine, le service reste le même. Hmm. Ce qu'on fait, c'est assez simple, hein. On va se connecter à votre infrastructure ou sur l'un de vos clouds. Ça peut être un gros cloud, hein, du Mhm. AWS, du Azure, du GCP. Ça peut être un plus petit cloud provider. Tu parlais, Jérôme, de Dropbox tout à l'heure. Bon, ça reste un cloud provider qui est plutôt orienté sur le partage de fichiers, le transfert, sur des aspects communautaires de travail en équipe. Mais voilà, c'est des petits cloud providers qu'on peut aussi gérer. On se connecte, nous, sur votre espace de stockage. On va récupérer les contenus que vous souhaitez nous confier. Hein, ça, on aura vu ça avec vous en amont. Hmm. On les récupère chez nous, on les met sur notre infrastructure. Alors, on les récupère sur SSD en l'occurrence, hein, pour que la récupération soit assez rapide, ne prenne pas trop de temps. On fait quelques traitements dessus, qui sont des traitements essentiels pour plus tard pouvoir garantir l'intégrité des données qui sont stockées chez nous. Mhm. Et après, une fois que ces traitements-là sont faits, on met ça sur bande magnétique. Nous, on va davantage préserver des fichiers qui sont non pas des bases de données, non pas des données structurées, mais des données non structurées. Donc, on pourrait dire, hein, voilà, assez simpliste, hein, des fichiers Word, PDF, des images, des contenus multimédia. Mhm. Ça peut aussi être des logs, tous les journaux qui sont générés par des applications, par des logiciels, hein, dans une infrastructure informatique. Ça peut aussi être des machines virtuelles, des snapshots de machines virtuelles. Pareil, pour des organisations qui ont de tels besoins avec des infrastructures virtualisées. Mhm. Toutes ces données-là, qui sont, bon, in fine, hein, des fichiers, quelle que soit leur extension, leur type, leur poids, leur taille, ça reste des fichiers. On les met sur bande magnétique, on les garde, on surveille leur état, leur activité, on fait en sorte de détecter le moindre changement pour pouvoir garantir à notre client que demain ou dans 10 ans, dans 20 ans, s'il souhaite récupérer tel ou tel contenu, eh bien que voilà, ces fichiers soient exploitables et qu'il puisse, lui, les réutiliser par la suite. Ça, c'est vraiment la garantie qu'on apporte. Nous, les clients, aujourd'hui, ils stockent chez nous euh, parce qu'ils ne savent pas forcément stocker ou stocker ailleurs, en fait. Hein. Ça peut être Mhm. plus cher chez un cloud provider classique, surtout quand on va conserver des données sur le long terme. Euh, et aussi pour avoir une garantie que en cas de sinistre sur leur infrastructure, que ça soit un sinistre physique, hein, un incendie, une inondation, ou un sinistre euh, virtuel, hein, donc une cyberattaque, hein, voilà, un ransomware, eh bien qu'ils aient la garantie de pouvoir récupérer tout ou partie de leur fichier, qu'on puisse leur restituer et qu'il soit pour eux après possible de reprendre leur activité, qu'ils n'aient pas, voilà, si on le dit tout simplement, hein, qu'ils soient sûrs de ne pas mettre la clé sous la porte à la première cyberattaque ou au premier incendie qui pourrait survenir. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce service qu'on propose, cette garantie, être sûr que nos clients puissent eh bien, être cyber résilients, puissent avoir une activité pérenne en Mhm. mettant tout ce qu'on peut pour finalement protéger leurs actifs Ouais, les plus sensibles, les plus importants. ok. Et si j'ai bien entendu, tu m'as dit que
que je vienne de chez Amazon ou que je vienne de chez OVH ou peu importe qui, vous allez prendre là où je stocke mes datas automatiquement et les ramener chez vous. C'est ça. D'accord. Nous, en fait, entre guillemets, on va pas forcément regarder chez qui vous êtes. Alors, ça va être des informations qu'il faudra forcément nous transmettre pour qu'on puisse, nous, se connecter. Typiquement, je donne un AKSK, comment dire, Access Key, Security Access Key Key, Secret Key, c'est ça. chez AWS et vous pouvez aller, et du coup, vous faites n'importe quel S3, vous pouvez C'est ça. le retrieve de votre côté. On peut faire du S3 chez un cloud provider ou du S3 que vous pourriez faire tourner en local. Et les Ouais. solutions maintenant, comme Minayo par exemple, où on peut avoir du S3 qui va être on-premise. Mais après, on peut se connecter sur des protocoles plus classiques, hein, du NFS, du CFS, du SMB, Ok. du SFTP si on veut. Et le Dropbox de Jérôme. Et le Dropbox de Jérôme notamment, c'est ça. Et donc, sans rentrer dans les secrets de la cuisine ou les brevets qui ont peut-être dû être déposés, c'est quoi l'anatomie du système Siena? Alors, ouais, on n'a pas vraiment de secret, hein, nous, on est assez transparent de toute manière. On n'a pas encore de brevet déposé, déjà pour la simple et bonne raison que la plupart de nos outils sont en open source. Ok. Comme on est amené en fait à conserver de la donnée importante, hein, pour le client Mhm. pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, on veut pas en fait partir sur des outils propriétaires, des technologies propriétaires qui demain pourraient être derrière un paywall, pourraient ne plus être maintenus, pourraient Ouais. on pense notamment à des technologies comme VMware, par exemple, avec leur achat par Broadcom, qui pourraient avoir des licences ou des coûts exorbitants et qui pourraient potentiellement mettre en péril la récupération des données et la restitution des données aux clients. Mm. Et donc, encore une fois, l'exploitabilité en fait de ces données-là. Donc, nous, quasiment toute la stack va être open source. Après, la recette magique, hein, la secret sauce, c'est plutôt la manière dont on va agencer tout ça, dont le service est agencé techniquement en interne pour que ça tourne et Mm. que ça puisse du coup récupérer la data un petit peu comme on veut, quand on veut, où on veut. D'accord. Et du coup, ces datas sont stockées où? Alors elles sont stockées chez nous. On a nous la chance aujourd'hui quand même d'opérer notre propre infrastructure. On D'accord. a euh, on a des serveurs parce que l'idée aussi, et l'idée qui rejoint le fait de ne pas dépendre de technologies propriétaires, Mhm. c'est de ne pas dépendre d'un cloud provider, par exemple, hein, sur lequel on pourrait tout stocker, euh, qui pourrait demain lui-même monter ses tarifs ou fermer ses portes. Donc Ouais. on a nos équipements, on a nos serveurs de stockage, on a nos librairies de bandes magnétiques, parce qu'encore une fois, c'est du matériel assez spécifique, hein, qui coûte assez cher. Alors tu disais en introduction, c'est vrai que la bande en elle-même, le prix au gigaoctet ou le prix au teraoctet sur bande magnétique est 5 à 6 fois inférieur à celui d'un disque dur. Mhm. Mais ce qui va coûter assez cher, c'est avec les lecteurs et en fait les La équipements qui vont machinerie. permettre d'interfacer avec la bande. Mm. Donc la bande, c'est utile quand on a quand même une certaine quantité de données à stocker. Euh, j'ai plus tellement des estimations en tête, mais en ce moment, je crois qu'on dit que si on a moins de 700 Tera, euh, ça vaut pas le coup, autant rester sur disque en fait, hein, ça coûte moins cher niveau Ok. achat de matériel que passer sur de la. Mais donc non, nous on opère notre infrastructure, on a nos équipements, c'est stocké sur deux sites actuellement, sur l'île et en Normandie. J'en dirai pas plus là-dessus, mais voilà, ça tourne bien. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi maîtriser la partie hardware pour, si au niveau software, il y a un problème, pour pouvoir dire, on peut toujours faire du forensic, on peut toujours, tant Ouais. qu'on a, nous, le hardware, entre guillemets, dans les mains, on peut toujours imaginer faire de la récupération de données à assez bas niveau s'il y a besoin un jour de récupérer de la data et que tel logiciel ou même telle solution open source ne fonctionnerait plus, ou voilà, ne serait plus maintenu, il y aurait un problème. Et l'idée, c'est vraiment ça, être 100% souverain, français et le plus indépendant possible. Et il n'y a pas un truc du genre OpenTape pour gérer.
Les tapes Alors, il y a un théoriquement en open source. ouais, 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 il y a un standard ouvert qui est le standard LTFS. Euh, Ça a été introduit. Alors nous les bandes magnétiques qu'on utilise, de toute façon, il y a pas 50 standards, hein. Le seul standard, gros standard d'industrie, c'est le standard LTO, Linear Tape Open. Et donc avec la génération 5 de ce standard a été introduit LTFS, qui est le file system qui permet d'interfacer avec les bandes magnétiques. Euh, c'est assez pratique. En fait, on peut faire en sorte que le lecteur de bande magnétique soit branché à un PC et que Mm. quand on mette une bande dans le lecteur, elle soit affichée sur l'explorateur de fichiers Windows comme une clé USB et on peut drag and drop des fichiers dessus. Alors quand on veut automatiser et quand on veut aussi faire quelques tests au-delà de mettre la donnée, mais s'assurer que la donnée qui vient d'être écrite sur la bande est la même que celle qui était avant sur disque. Bon, Mm. la partie LTFS, voilà, c'est un support assez limité. Mm. Mais non, sinon il y a bien ce standard professionnel. Il y a un autre standard de bande magnétique qui a été développé par IBM. C'est la série Mhm. des bandes TS, TS 4000, TS 5000, des choses comme ça. Mais donc là, c'est propriétaire IBM. Ce sont des bandes magnétiques d'un autre format, d'une autre taille. Les lecteurs, pareil, aussi d'un autre format, encore un peu plus spécifique. Et donc là, c'est leurs outils, leurs solutions. C'est beaucoup moins ouvert. Mm. Jérôme, toi, t'es plutôt NTFS ou TR4000? Ah, t'es en mute, mon cher ami. On n'entend plus Jérôme. C'est fini. Ah, y a plus de Jérôme. Bon, bah, c'est pas grave, hein, si t'es vexé, bon, bah, je continue, moi, y a pas de souci. Bah, du coup, tu m'as dit que vos datas sont stockées en Normandie et à Lille. Tu peux pas en dire plus là-dessus, mais tu peux m'assurer qu'à 100%, la NSA et la CIA et le gouvernement Trump n'arrivera pas à mettre la main dessus. Alors, je peux t'assurer que Trump, lui, n'est pas prêt de pouvoir voler les bandes magnétiques de nos clients. Non, mais tout simplement pour la simple raison que quand les données, elles sont stockées sur une bande magnétique, et que cette bande magnétique, elle est stockée dans un coffre, en fait, il n'y a aucun moyen d'y avoir accès, que ce Mm. soit physiquement, enfin, bon, en tout cas, c'est très compliqué, Mm. physiquement, mais surtout au niveau logique, hein. Ton Mm. téléphone éteint qui serait dans une armoire ou dans un placard, un hacker peut pas Tout accéder aux données simplement, ouais. qui sont dessus, hein. C'est très simple. Et donc la CIA ou l'FBI non plus. Nous, c'est la même chose. Euh, on fait en sorte aussi, et ça c'est ce qui est un petit peu prévu pour les mois prochains, de pouvoir euh, avoir un contrôle sur l'hygrométrie et la température, donc en fait sur les conditions de stockage de nos bandes magnétiques pour leur assurer aussi une longévité encore plus conséquente, hein. Ouais, On dit qu'on a 30 ans de durée de vie, 30 ans de rétention des données sur bande magnétique, mais il y a quand même quelques paramètres essentiels aussi dont il faut être sûr, hein, tout simplement pour pouvoir garantir l'intégrité même de la bande en question. exactement. Et niveau conformité, toutes les certifications reloues qu'on a pu inventer durant les 10 dernières années. Bon, déjà, avant les 10 dernières années, on avait déjà 35 000 ISO à respecter. Aujourd'hui, pour être vraiment premium, il faut avoir un HDS, un Seclim Cloud 3.2 et plus encore. Toi, c'est quoi Qu'est-ce que tu penses de tous ces certifs? Est-ce que vous êtes dans une roadmap pour rentrer dans tout ça? Ou est-ce Ouais. que vous comptez vous spécialiser que dans certains domaines et pas dans d'autres? Alors, oui, non, comme tu le dis, il y a tout à fait 50 000 certifications, hein, quand on regarde bien, quand on voit, hein, on n'a qu'à prendre des, des gros cloud providers, hein, AWS par exemple, ils ont quasiment tout. Euh, Nous, aujourd'hui, on n'a aucune certification, que ce soit des certifications ISO ou du HDS, du PCI DSS, tout simplement parce que c'est des process qui sont très onéreux, très coûteux, ça prend beaucoup de Hmm. temps de se faire certifier. Euh, Même si on prend une ISO 27001 et qu'on a un périmètre qui est
assez restreint, c'est pareil, hein, ça reste quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mhm. C'est prévu, c'est dans la roadmap, ça c'est sûr, et c'est même essentiel, puisque si demain on veut être en capacité de, certes, d'assurer des services viables et fiables, mais surtout de pouvoir adresser certains marchés, eh bien, il faudra des certifications. À l'instant T, on ne peut pas nous stocker de données de santé, puisque nous ne sommes pas certifiés HDS. On ne peut pas stocker certaines données financières, puisqu'on n'est pas certifié PCI DSS. Mais après, bon, pour le reste, hein, c'est possible. Nous, on se conforme au RGPD et à ces guidelines. Et c'est surtout après au client, c'est laissé à sa discrétion de savoir qu'il va nous confier. Il agit en tout état de cause. Hein, voilà, c'est lui qui choisit quelles sont les données à nous confier. Et donc, c'est aussi à lui de s'assurer que ce qu'il va stocker sur notre infrastructure, eh bien que de son côté, il est conforme, en fait. Ouais. Tout simplement. Jérôme, il m'as fait comprendre en ligne qu'il était vraiment pas content. Cependant, je sais qu'il a d'autres questions. Donc, malgré ses humeurs, je peux l'écouter. Et on va l'écouter et répondre à ses questions. Vas-y, Jérôme. Il y a de l'eau dans le tuyau ou pas? Ça fonctionne? On m'entend bien? Ça fonctionne, on t'entend très bien. Alors déjà, comme tu me demandais si j'étais NTFS ou LTO, je sais pas quoi, j'ai répondu à un truc, mais je suis même pas sûr. J'ai dit je suis EXT4. Mais ça, ça existe, ça? Hein, ça existe. Quand tu installes Linux, tu dois mettre EXT4, je crois. Hein, je sais plus. C'est la même. Exactement. Tu as bien répondu, mon cher. Formater les partitions. Voilà. Truc qui m'a mis 1000 ans à comprendre pour installer juste Ubuntu ou Debian en 2008. Question, mais alors moi, bon bah tu sais, moi je suis pas ultra technique. Tiens, j'ai une petite question d'ailleurs. Avant que je pose d'autres questions, c'est très clair ce que je dis. Hein. Qu'est-ce qui accélère le vieillissement d'un système de stockage, si ce n'est l'usage? Alors, bah, ça va principalement être l'usage. Hein. Plus les workloads sont intensifs, donc plus les charges de travail sont intensives, plus la durabilité du système de stockage et donc en fait des supports en fait va être impactée. Il y a des SSD, tu le disais Anthony tout à l'heure, voilà, qui ont X millions d'IOPS, qui sont plutôt faits pour de l'écriture intensive ou pour de la lecture intensive. On a des disques durs maintenant qui sont aussi assez optimisés en fonction de certaines charges de travail, qui vont utiliser certaines technologies, certains procédés pour augmenter en densité ou des choses comme ça. Mais au bout du compte, hein, voilà, plus tu utilises le support, plus tu utilises le système, plus ça va l'abîmer rapidement. Il y a un deuxième truc quand même qui est bien présent, même si tu n'utilises pas du tout les supports, c'est le fait qu'il y a certains phénomènes physiques qui peuvent qui peuvent arriver, tout simplement. Alors, je le disais hein, dans le cadre des SSD, on peut avoir, même si ton SSD il est posé sur une table comme ça pendant 10 ans, qu'il bouge pas, bon, au-delà de certaines variations de température ou certaines choses comme ça, on peut avoir les électrons qui s'échappent des cellules de la mémoire flash de SSD et donc qui, au bout d'un moment, peuvent abîmer en fait carrément plusieurs cellules. Ça arrive. Côté disque dur, on a un phénomène qui s'appelle l'érosion électromagnétique. Et donc, avec le temps aussi, les petites particules métalliques hein, qui sont sur les surfaces des plateaux bien peuvent perdre en qualité si on veut. Et en fait, on peut avoir aussi des problèmes au niveau de la rétention de l'information. On peut avoir des secteurs qui peuvent être corrompus, tout simplement parce que les petites particules qui servaient d'index pour ce secteur-là ne sont plus lisibles. Et donc voilà, on n'arrive plus en fait à utiliser le disque, on n'arrive plus à s'en servir. Maintenant, côté bande magnétique, c'est vraiment optimisé pour pouvoir résister dans le temps. J'allais dire que les secteurs corrompus, c'était les petits carrés rouges dans la défragmentation Windows. Oui, c'est ça, oui. Sur certains logiciels. Ah putain, la défragmentation, c'est un truc...
Ok, c'est vieux Ça ça, se fait putain. plus, ça. Ouais. Alors, Juste avant, je rajouterai aussi un ouais. support que j'adore particulièrement, c'est le CD. Et Ouais. ta tour de DivX que t'avais à 15 ans, elle est peut-être moisie aujourd'hui. Voilà. Divix, ça c'est un truc que j'ai plus entendu. C'est pareil, je crois que ça fait 10 ans que j'ai pas entendu le mot Divix. Euh... Putain, ouais. Bon, alors, non, on est jeune. On est jeune et on est frais. Alors, du coup, euh, moi, je dis quoi à ma grand-mère? Ou je me dis quoi à moi? Parce que bon, t'es dans la cybersécurité. La souveraineté, je pense que ça te touche, puisque c'est stocké à Lille et à Caen, en Bretagne. Lol. Alors, si Euh, tu veux, mais si tu vas aller sur ce terrain-là, attention, hein. Euh, et du coup, donc cybersécurité, vie privée, souveraineté, tout ce que tu veux. Bon, moi, je dois rester chez Dropbox ou pas? Je fais quoi? Je sais plus. Là, en ce moment, c'est la folie. Mon cerveau, il fond. Je sais pas si je dois respecter mes principes ou le business. Bah, écoute, moi, j'ai envie de te dire, déjà, de respecter tes coûts. C'est ce qu'on voit, nous, au niveau des nos clients. Il y a toujours cette envie de se conformer, et des fois, c'est plus qu'une envie, hein, c'est une obligation, d'être conforme à la législation. Il y a aussi l'envie de pouvoir répondre à des besoins clients. Quand les clients veulent que vous soyez souverain et que vous stockiez chez les Français, bon, bah, c'est pareil, hein, au bout d'un moment, il faudra peut-être y passer. Mais ce que tu peux dire à ta grand-mère, c'est qu'il y a plusieurs solutions qui existent, qu'il n'y en a pas forcément une qui est meilleure qu'une autre, mais que ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'il y a une complémentarité, par contre, qui est vraiment obligatoire. Nous, on n'a pas vocation à remplacer ton NAS qui est chez toi. On n'a pas vocation à remplacer une solution de stockage cloud, à dire on est meilleur que AWS, que OVH, que Scaleway ou je ne sais quoi. Par contre, on dit qu'on a une solution complémentaire. Et quand on parle de la sauvegarde 3.2.1 ou la sauvegarde 3.2.1.1, hein, ces deux derniers 1, donc le premier, comme tu le disais, c'était une copie off-site, hein, donc qui n'est pas chez toi, ou qui est sur un autre cloud. Le deuxième 1, sur la nouvelle règle 3.2.1.1, c'est la copie hors ligne. Donc quand on veut avoir des solutions, des stratégies de sauvegarde qui sont 3.2.1.1 et en même temps être en conformité, maîtriser ses coûts, garantir la souveraineté, ce qu'il faut, voilà, c'est plusieurs providers, un NAS en local, une copie chez OVH, chez Scaleway ou chez un américain, et en même temps aussi une copie sur bande. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est cette complémentarité, cette pluralité de providers, que ça soit Sienna, donc nous, ou un autre. Ce qu'il faut, c'est le plus de copies possible à divers endroits, sur divers supports, de diverses manières, diverses garanties, pour que demain, si malheur arrive sur ton infrastructure, tu sois sûr qu'il y a au moins une copie qui soit valable et que tu puisses utiliser. Alors justement, la question qui découlait aussi, c'était est-ce qu'on surstocke pas ou dans quelle mesure on surstocke? Alors, en effet, ça je peux te dire qu'on surstocke pas mal. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart des données qui sont stockées, il y a des doublons. Et en fait, on pourrait réduire des fois entre 40 et 80% de ce qui est stocké. On pourrait réduire ça de 40 à 80%. Pour la simple et bonne raison que quand il y a des backups qui sont faites, eh bien, on regarde pas forcément si les backups, elles sont incrémentales, c'est-à-dire si on vient stocker que la différence, ou si on reprend une deuxième fois ce qu'on avait déjà sauvegardé, backupé la fois d'avant. Euh, alors, ça, côté provider, hein, Sienna ou autre, c'est forcément très intéressant parce que quand la facturation elle est établie à la quantité, donc quand c'est X euros par gigaoctet par mois, bon bah plus on a, plus on est content, hein, forcément plus on est payé. Mais par contre, ça veut dire qu'on surstocke et nous on le voit bien, il y aurait des gros efforts à faire, que ça soit sur la manière dont sont faites les backups, mais aussi encore en amont de la backup sur la manière dont les gens génèrent et créent leurs données. En fait, ça c'est vraiment un truc important à faire. C'est déjà de regarder
qu'est-ce qui va être généré? Est-ce que tel truc est vraiment utile? Est-ce que ce rapport, est-ce que ce truc-là, il y en a vraiment besoin? Est-ce que des rushs, par exemple, si je prends des clients qui sont dans le secteur du multimédia, est-ce que avoir 3 téras de rush pour un film ou 5000 prises de vue différentes, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on peut pas déjà faire une sorte de présélection qui pourrait potentiellement, en 2025, être alimentée par l'IA, on peut imaginer ça, faire une présélection pour bien déjà réduire la quantité de données qu'on va stocker. Donc au-delà de la partie même technique, faire de meilleurs backups, faire ce qu'on appelle la déduplication, faire de la compression pour certains mots de place, est-ce qu'on peut pas déjà, juste dès le début, dès la conception, dès le design, réfléchir à comment moins générer? Ça, je pense que ça peut être intéressant. Ok. Alors, moi j'ai une question, ça me taraude parce que depuis, comme je disais, je sais pas, 2007, 2008, je m'intéresse à Linux. J'avais essayé Kali Linux, je sais plus comment ça s'appelait, Backtrack à l'époque, ça s'appelait, je crois. Est-ce que bosser dans la cybersécurité en général, sans spécialité, ça renforce la confiance ou la méfiance? Est-ce qu'on devient, alors je vais dire un grand mot, Un peu les deux. parano ou pas? Ça dépend en fait dans quel domaine, dans le secteur tu vas travailler, je pense. Mais oui, on devient forcément un peu plus méfiant. On se pose des questions toutes bêtes des fois. Est-ce que ce mot de passe suffisamment, il est suffisamment sécurisé? Est-ce que ça va? Mais je pense qu'il faut pas non plus être parano tout le temps. Faut pas être parano partout. Euh, il y a quand même maintenant plein de solutions de cybersécurité qui existent et on est quand même, je pense, bien protégé. Il faut juste faire de la veille et avoir envie de se sécuriser. Euh, Quand tu travailles dans la cyber, c'est forcément plus facile puisque tu as tout de suite les codes voilà, sur les logiciels, sur les solutions qui existent, sur les types d'attaques voilà, qui existent aussi. Donc tu sais facilement, plus facilement en tout cas, comment te protéger ou te prémunir de certaines choses qui pourraient arriver. Maintenant, quand t'es pas dans la cyber, et donc ça c'est le cas de quasiment tous nos clients, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'il faut vraiment, au-delà de se sécuriser, c'est d'avoir vraiment l'envie de, de sécuriser ses données, de sécuriser son SI, être dans cette démarche vraiment de, de sécurisation, de mise en conformité. Toi, dans ton entourage, on va dire dans la vie de tous les jours, t'es plutôt du genre à dire oula, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. À jeter un œil quand même à dire ah tu devrais pas, non. Ou bon bah tu laisses la plèbe se tromper entre guillemets. Non, j'essaie quand même de donner quelques conseils, mais bon, moi je ne force jamais, de toute manière. Ouais. Non, bah oui, forcément. Si je vois des choses, bon, flagrantes, quand même, je vais quand même dire attention. Mais bon, on peut pas changer les gens, des mauvaises pratiques qui sont Ouais. ancrées depuis plusieurs années, voilà, ça restera. Pourtant, bon, on le sait, ça coûte bien moins cher de prévenir et d'essayer au quotidien de faire en sorte que tout soit safe que de Complètement. faire de la remédiation, de la reprise après sinistre. Mais bon. Alors je sais pas si t'as des stats, t'es pas l'INSEE, mais je veux dire, est-ce que tu vois une évolution au niveau des ransomware dans le monde, ou en France même, Est-ce qu'il y a une évolution des cyberattaques ou des trucs comme ça, des tendances actuelles, surtout depuis l'élection de certaines personnes, ou pas? Est-ce que t'as des échos par rapport à ça? Alors, bon, c'est sûr que je suis pas l'INSEE, je vais pas sortir vraiment de chiffres comme ça, j'aurais peur de me tromper, mais ce que je sais par contre, c'est que chaque année, il y a l'ANSSI qui sort le panorama de la cybermenace et qui dresse, du coup, un petit peu le constat de toutes les cyberattaques qui ont lieu et qui sont donc classées par type euh, et aussi par type de cible, en fait. On voit qu'il y a donc des cyberattaques plutôt liées à du social hacking, l'arnaque au président, du phishing par exemple, voilà. On voit ce qu'il y a donc des cyberattaques un peu plus poussées techniquement, comme des ransomware,
et on voit aussi dans ces rapports, dans ces panoramas, quelles sont les cibles. Ce qu'on voit, et ça, ce qui ne bouge pas, c'est qu'il y a toujours de plus en plus de cyberattaques et que les premières cibles des cyberattaques sont toujours les mêmes, parce que j'aime bien les appeler les délaissés de la cybersécurité, c'est les PME en fait, les PME et les collectivités, parce que peu de moyens, peu de, peu de collaborateurs, Peu peu d'énergie. d'employés. Oui, voilà, aussi, c'est ça. Peu de budget, peu de tout, en fait, pas grand-chose. Et donc, c'est toujours les premières cibles. On pourrait se dire, c'est pas forcément intéressant d'aller attaquer la petite PME qui fait du textile ou qui, voilà, la collectivité qui, ma foi, gère 3 communes et pour un total de 5000 habitants. Sauf que même si c'est pas forcément des cibles qui vont avoir de la data très intéressante, ça reste des cibles faciles et la data, c'est la data en fait, hein. Donc, ça pourra toujours être revendu, ça pourra toujours resservir pour un autre type d'attaque. Donc ça, c'est sûr. C'est toujours les mêmes cibles, il y a toujours autant de cyberattaques. Euh, Après, le contexte géopolitique, forcément, il joue aussi. Mais non, non, ça, c'est vraiment ce qu'on constate. Bon, apparemment, alors nous du Brésil, c'est ma femme, c'est Anthony ensuite ma femme qui m'a dit. Il y a une coupure d'électricité, apparemment Espagne, Portugal et une partie de la France, si je dis pas de bêtises, Anthony. Ouais. Est-ce que c'est Moscou ou est-ce que c'est des intempéries? Au Écoute, Brésil, moi, tout le monde dit que c'est Moscou, hein, c'est l'attaque. Voilà. Hein. de ce que j'ai cru comprendre, moi, c'était plutôt un souci technique, hein, mais Ah, non, je pense que ça, par contre, je pense que c'est ce qu'on voit beaucoup, c'est que maintenant, dès qu'il y a un incident majeur, réel ou virtuel, tout de suite, bon, forcément, c'est la cyberattaque, c'est les Russes, c'est les Chinois. Ça, faut quand même faire assez attention parce que bien souvent, c'est beaucoup plus fourbe et nuancé. Ah oui, oui. beaucoup plus. Oui, oui, non, non, des fois, on peut avoir, maintenant, on le voit, hein, beaucoup d'attaques hein, qui vont dire, voilà, qui vont être revendiquées par tel groupe, tel pays. En fait, on se rend compte que ça n'a rien à voir, que c'est soit un autre groupe, un autre pays, soit une autre circonstance qui est vraiment étrangère. Mais des fois, certains groupes de cyberattaquants, eh bien, pour gagner en fame, en notoriété, vont s'attribuer tel incident, tel sinistre, tel désastre. Ouais, c'est pareil que les terroristes. Ouais, ouais. Même principe. Quoi, tu connais bien les terroristes, Jérôme? Non, non. Oula, 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 non, on arrête là. Hein. Attends, c'est hébergé où tout ça? Non, non, je vais pas. Non, je connais pas. Je connais Ouais, rien. t'avais l'air d'être doué, hein. Mais bon, les petits. Non, non, c'est bon en fait. Moi, je me renseigne hein, parce que je lis les infos, je lis tu sais The Sun, je sais pas comment on dit Paris Match. Donc du coup, je prends de l'info officielle. Donc je voulais comparer mes infos. Surtout par rapport à TikTok. Et donc, ok. Moi, en ce moment, je dois me sentir. Bon, après là, on est plus trop sur Siena, mais quand même sur le sujet de façon plus générale. Est-ce que je dois me sentir menacé en ce moment, quelque part? Est-ce que là, Je le pense pas. contexte, non? Non, je pense pas plus que ça, pas plus que un autre contexte, un autre voilà, d'autres temps. Non, non, il y a il y a une cybermenace hein, qui est là, qui est évidente, qui va bon, quand même davantage aussi cibler plutôt des États hein, pour des questions de géopolitique. Si on est particulier et que on n'a rien à cacher, de toute façon, à part faire ce qu'on peut pour se protéger, il y a pas grand-chose de faire de Ah, plus. justement, excuse-moi, la question que je me disais, alors est-ce que ça vaut le coup pour un lambda comme moi, freelance, d'utiliser Cryptomator ou des trucs, des solutions comme ça de cryptage, ça se dit, de chiffrement. Euh, Chiffrement, chiffrement. ouais, ouais, parce que ça, Bah, c'est, il faut jamais dire en crypté. tant que Ouais. particulier, chiffrer ces données, ça reste forcément intéressant. C'est pas réservé qu'aux entreprises, bien sûr. Euh, Après, faut voir aussi comment
mettez ça en place? Est-ce que vous arrivez à intégrer ça à vos activités quotidiennes? Qu'est-ce que vous allez chiffrer, hein? Est-ce que c'est les 3 photos de votre chat sur votre téléphone, ou est-ce que c'est toutes les versions en PDF des factures d'eau, des quittances de loyer que Ouais, vous truc de recevez? santé, ouais. Voilà, enfin, tout ce qui est administratif, on pourrait imaginer. Moi, j'ai envie de dire oui, hein. Enfin bon, il y a maintenant tellement de solutions qui existent pour enfin, au-delà de chiffrer, hein, juste protéger ces données. Mm. Il y a des coffres-forts numériques. Il y a maintenant des coffres-forts aussi à mot de passe, hein, qu'on peut intégrer dans le navigateur pour ne pas Mm. avoir à les stocker sur des petits bouts de papier ou sur un carnet. Pour les photos, maintenant, c'est pareil. Il y a des solutions mi-coffre-fort numérique, mi-intégrées dans les applications qui existent. Il y a des messageries qui sont plus sécurisées que d'autres. Il y a des réseaux sociaux qui sont aussi peut-être un peu moins passoires, on va dire, que d'autres. Donc oui, il y a plein de solutions, et je pense que forcément on y gagne à vouloir se sécuriser, que ce soit en pro ou en perso, bien sûr. Petite dernière question. Un client qui vient de voir, alors parce que j'ai travaillé dans les assurances, donc des fois ils viennent prendre un contrat après qu'il y ait eu un problème. En gros, ça leur a servi de leçon. Est-ce que les clients ils viennent après avoir vécu une mauvaise expérience, je vais dire calcaire, comment on dit, quelconque, ou est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés, veulent se prémunir par défaut, on va dire. Alors, il y a un peu des deux cas. Je vais pas donner de proportion ou quoi que ce soit, mais euh, il y a encore cette mentalité en cybersécurité, et en tout cas auprès des entreprises, cette mentalité que ça va pas m'atteindre, ça va pas me toucher, j'ai rien à cacher, ma boîte on fait rien de sensible, on n'est pas intéressant aux yeux d'un hacker, donc pas la peine. Euh, et donc, bon, ces profils-là, bien souvent, en effet, hein, quand ils vont aller voir des solutions de cybersécurité ou de protection des données, que ce soit nous ou d'autres, c'est souvent parce que, en effet, un malheur leur est arrivé. Et donc, en fait, bon, bah, ils se disent, si je veux pas que ça me retombe dessus, il faut peut-être que j'agisse. Ça existe encore. Mais après, on a aussi des profils qui sont conscients qu'il y a une menace cyber, que potentiellement leur activité bien, pourrait du jour au lendemain s'arrêter s'il y avait un problème assez conséquent. Et donc ces profils-là, ils vont chercher des solutions, ils vont vouloir se sécuriser. Et déjà, à partir de là, c'est des cibles qu'on peut adresser. Il y a pas mal d'associations maintenant, de réseaux, de clusters qui sont liés à la cybersécurité, et qui peuvent eh bien, mettre en relation une entreprise qui aurait besoin de se sécuriser et des professionnels en région, hein, notamment nous, le CSIRT des Hauts-de-France, mais il y a un CSIRT dans chaque région, hein, effectivement, le centre de réponse à incident. On peut les appeler après un incident pour avoir un prestataire qualifié qui pourrait intervenir pour aider à la remédiation, mais on peut aussi les appeler pour faire de la veille et dire, tiens, moi j'aurais des besoins pour protéger mes données, pour protéger mes backups, vers qui je pourrais me tourner. Est-ce que vous avez des contacts? Donc non, non, ça existe. Chaque profil existe, et voilà. Je ne vais pas donner de proportion parce que ce serait fausser l'idée, mais voilà, les deux. Vraiment, chaque type de profil peut avoir recours à nos services et à des services de cyber et de protection de données en général. Ok, cool. Merci pour ta réponse. C'est good pour moi, Anthony. Merci Jérôme pour cette salve de questions. J'ai une petite question à propos de un tout petit point de sécurité comme ça, pas trop rentrer dans les détails. C'est juste, j'imagine, vous avez un chiffre moins froid. Oui, alors en effet, donc nous, les données qu'on va récupérer sur un espace cloud ou sur l'infrastructure d'un client, elles peuvent être déjà chiffrées par le client lui-même. Mm. Si elles ne le sont pas, on peut le faire nous-mêmes en plus. Ça, c'est pas un souci. Après, il y a un chiffrement qui est temporaire, hein, qui est en fait euh, durant le transit entre le cloud
et notre infrastructure, ou le C'est ce que j'allais client et demander. l'infrastructure. Et après, on a un chiffrement matériel qui est effectué avec les bandes magnétiques. Euh, Ça, on n'a pas forcément la main dessus, pas autant qu'avec un chiffrement logiciel, on va dire, un classique. Mais en Mm. effet, voilà, quand c'est stocké à froid, c'est chiffré en plus sur les bandes. Et donc, c'est déchiffré dès que la bande est remise dans le lecteur. Et vous faites du conseil pour les gens qui s'y connaissent rien et qui savent pas, qu'on fait un petit peu n'importe quoi avec leur bucket et qui ont besoin d'aide, d'assistance pour pouvoir organiser la manière dont dont ils stockent leur data sur différents services? Alors actuellement, on fait pas comme on est une petite équipe, en fait, on fait pas encore vraiment de conseils aux entreprises. On n'a pas de solution de conseil, Mm. disons, proprement packagée, avec un tarif et voilà. Mais non, non, ça nous arrive en fait de manière plutôt informelle, hein, avec nos clients qui ont euh, qui ont des besoins. Ça nous arrive simplement d'échanger, hein, des fois de répondre à certaines demandes spécifiques sur un logiciel de sauvegarde, sur la manière de faire telle sauvegarde, sur de l'équipement, pourquoi pourquoi tel équipement, telle baie de stockage plutôt qu'une autre. Mm. Donc oui, non, ça se fait, mais plutôt encore une fois de manière informelle, vis-à-vis de nos clients, des clients qui souscrivent chez nous pour l'offre de préservation sur nous. D'accord. On a une petite chronique qu'on a créée récemment qui s'appelle le Cloud Client Simulator. Alors, l'idée c'est que on a différents stages. Ces différents stages représentent différents clients qui sont perdus, qui naviguent et qui se disent ouais, le cloud ça a l'air fantastique. Et donc, premier stage, on a René Cloud. René Cloud, c'est un garçon qui a une petite entreprise qui fait des peluches pour enfants, très sécurisées, attention, avec toutes les normes modernes pour représenter aucun danger pour les moins de 4 ans. Et son entreprise de peluche lui produit des tonnes et des tonnes de données parce qu'en fait, il a mis des capteurs dedans pour savoir si les gamins vont bien. Et du coup, dans son compte cloud, il a des tonnes et des tonnes de données, mais il veut les archiver. Et donc, il est chez AWS et il vient chez Sienna et il se dit, bon, là, il faut que je mette mes données chez vous pour une raison quelconque. Comment est-ce que ça se profile pour toi, cette histoire? Déjà, il y a une partie un peu en amont où on va échanger. Et puis déjà, je dirais que des données à caractère personnel chez AWS, faut faire un petit peu attention. Non, mais bon, nous, ça reste assez simple. On a un process qui est qui est assez unifié en fait, quelle que soit la typologie de client. Mais bon, le René Cloud, on va lui présenter très très simplement la manière dont fonctionne notre service. Euh, on va finalement vulgariser un petit peu les process qui sont mis en place. On va lui proposer une offre commerciale qui va être en adéquation avec ses besoins. L'idée, ça va vraiment être de savoir quelle est la quantité de données à préserver, quelles sont de son côté ses obligations réglementaires, commerciales, professionnelles. Et à partir de ça, on va pouvoir estimer un niveau de sécurité, on va dire minimal entre guillemets, hein, à mettre en place euh, pour vraiment du coup s'adapter aux besoins du client et pouvoir lui proposer aussi une tarification qui sera adaptée. Mm. Parce que nous, voilà, on a pas mal d'options qu'on peut activer, que ce soit des options logiques ou physiques, on va dire, Mm. pour vraiment toujours offrir des garanties de sécurité supplémentaires, mais Mm. bon, qui sont pas forcément utiles pour chaque client. Euh, et puis bon, bah après, voilà, une fois que toute la partie administrative et légale est réglée, on va nous pouvoir se connecter directement sur son infra AWS en fonction des permissions qu'il nous aura accordées. Donc, Yes. notamment, tu parlais tout à l'heure d'Access Key, Secret Key, hein, c'est grosso modo ça. Nous, on va avoir accès à certains buckets ou à tous les buckets hein, en fonction de ce qu'il aura configuré. On aura certaines permissions, certains rôles. Euh, et après, voilà, on vient tout simplement récupérer les données qui sont sur le bucket ou sur l'espace cloud pour les récupérer chez nous et après, plus tard, les mettre
les mettre sur bande magnétique. Très bien, très bien, très bien. Stage 2. On a Henry Cloud. Henry Cloud, c'est un client que tu as déjà depuis pas mal de temps, mais tu l'as oublié, en fait. Il est là, il stocke plein de data, et plein d'archives, des documents PDF et des documents Excel et Word, et il stocke, il stocke, il stocke, il stocke. Et toi, tu l'as oublié, c'est un bon client, puisqu'il paye ce qu'il stocke, donc c'est bien les clients comme ça qu'on n'entend pas. Et ce matin, il t'a appelé, et il te dit, bon, mon entreprise, là, on se mange un gros contrôle du fisc. J'aurais besoin que tu nous sortes toutes nos factures et tous nos relevés de compte des 3 dernières années. En combien de temps la solution Siena peut lui donner les données dont il a besoin, là, en l'occurrence? Alors, en fonction de la quantité de données qu'il va avoir chez nous, Mhm. ça peut prendre plus ou moins de temps. Euh, Nous, actuellement, on développe une plateforme qui aura pour but de permettre au client en fait, d'avoir de la visibilité sur les données qu'il a chez nous. Il n'aura Ok. pas accès directement aux données en tant que tel. Il n'y aura aucune donnée qui va transiter par cette plateforme, mais il aura de la visibilité. Il pourra notamment savoir que tel jour, tel mois, on a récupéré tel document, telle donnée. Donc, à partir de ça, il va nous donner la liste en fait de ce qu'il souhaite récupérer. Il pourra le faire en fait directement via la plateforme, initier en fait une opération de restitution. Nous, on reçoit cette demande avec la liste des fichiers à sortir des archives, hein, à sortir de bandes magnétiques. Mhm. On fait, nous, de notre côté, on fait toute la partie un peu correspondance, hein, savoir quelles données, quel document va être sur quelle bande, s'il y a plusieurs bandes, hein, si c'est un client qui est chez nous depuis plusieurs années, par exemple. Une fois qu'on a que tout est bon de côté, en fait, on initie l'opération de restitution. Et donc là, on va plutôt être sur du 48-72 heures minimum, puisqu'il va falloir, en fonction en fait, de la quantité, mais sortir les données depuis les bandes magnétiques. On est, euh, on est bien moins rapide qu'un SSD. Hein. Un SSD, en fait, a plusieurs gigaoctets par seconde maintenant sur les toutes dernières générations. La bande magnétique, c'est bien moins, c'est quelques centaines de mégaoctets. Et donc, voilà, s'il y a même quelques rapports, en fait, hein, quelques documents, juste une quinzaine de documents PDF, par exemple, le temps d'initialiser les bandes magnétiques et que la librairie de bandes magnétiques fasse ses opérations en interne, aille chercher les bandes, les scanne, les prépare pour après que le logiciel puisse récupérer les données, eh bien, ça va prendre un petit peu de temps. Nous, voilà, le minimum, ça va être 48 heures aujourd'hui. On, on pourrait faire moins, mais voilà, comme on a aussi d'autres opérations qui ont lieu en même temps, des opérations d'archivage, hein, potentiellement d'autres opérations de restitution, voilà, on peut pas vous garantir d'être plus rapide que 48 et même potentiellement 72 heures en fonction des volumes. Je pense que tu as passé le stage 2. On peut passer au stage 3. Cette fois-ci, c'est Marie Cloud. Marie Cloud, elle a 18 pétas de données à sauvegarder. Elle sait pas quoi faire. Comment est-ce que tu peux l'aider? Peut-être qu'on met en place un échéancier, on divise les 18 J'espère pétas que sur Marie-Claude, 2 elle a les ans. poches bien remplies parce que les 18 Ah, elle a de pétas, l'oseille. Elle m'a dit elle a de l'oseille. Ça, y a pas de problème. bon, Elle me si dit elle juste, l'oseille. c'est compliqué, mais elle peut faire un échéancier à base de les 18 pétas, on les divise sur 2 ans et peut-être enfin, qu'est-ce qui est possible pour Marie-Claude? Pour des clients comme Marie-Claude qui ont visiblement de fortes quantités de données, Hmm. on va avoir une hybridation du service. Euh, Externaliser, c'est utile, c'est bien, mais quand les quantités sont beaucoup trop conséquentes, que potentiellement on a un besoin d'accès euh, permanent à certaines données parmi ces 18 enfin 18 péta, pardon, de données, pétaoctets, on Hmm. va avoir une hybridation qui va en fait consister à avoir du matériel sur site directement chez le client et qu'en fait le service que propose aujourd'hui Siena soit Mhm. assuré directement chez le client, directement sur site en fait.
On va là, c'est plus du conseil hein, finalement que du stockage externalisé et à long terme comme on fait actuellement. On va nous avoir la capacité de conseiller sur la partie infrastructure à mettre en place chez le client pour qu'il puisse lui-même stocker sur bande magnétique. Donc quel matériel acheter, hein, grosso modo, comment relier ça à un réseau SAN par exemple qui serait déjà en place dans l'entreprise. Euh, et après, ça va être soit une stack, la stack technologique open source de Siena, soit une stack différente, plus propriétaire, mais peut-être avec des options qui collent plus aux besoins du client, euh, ou des options d'intégration, par exemple, hein, qui sont plus utiles parce que le besoin a été exprimé par le client. Donc non, 18 pétaoctets, là c'est beaucoup trop conséquent pour nous, encore une fois, en tant que startups. Et quand bien même ce client serait prêt à payer des sommes très conséquentes, euh, ces 18 pétaoctets, il faut un lieu dédié, hein, il faut une infrastructure physique et matérielle dédiée, rien que pour ces données-là. Hop, hop, hop. Petit problème, ou gros problème technique même, notre outil d'enregistrement n'a pas pris les dernières 20 minutes. Du coup, je suis désolé pour toi, audio téléspectateur, mais aussi, surtout, désolé pour toi, Adrien. Et on fera mieux la prochaine fois. Et sur ce, l'outro. Très bien. Et merci beaucoup, Adrien. C'était 1 heure et demie passée avec toi que j'ai beaucoup apprécié. Quant à toi, audio téléspectateur, audio téléspectatrice, si tu as apprécié ce podcast, tu peux smasher le bouton like, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux désactiver les notifications parce que ça ne sert à rien. Et oui, il y a aussi les 5 étoiles sur Spotify, c'est bien. Et moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend.